Défini comme étant l'ensemble des moyens qui permettent le contrôle des naissances, le planning familial laisse aux familles la possibilité de maîtriser le nombre d'enfants désirés. Mais devant le nombre croissant d'avortements clandestins et celui des grossesses chez les adolescents, quel est réellement son impact dans notre société? Planning familial, comment ça marche? C'est tout de suite dans votre émission Côté A. Bonjour tout le monde, bonjour Elvie, bonjour Dora. Pour répondre à cette question, on reçoit aujourd'hui sur le plateau une sage-femme, Madame Yvette Mavungu. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans notre émission Côté A, qui est votre émission aussi maintenant. Comment ça va? Ça va? Ça va, vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise? Prête à nous répondre? On a plein de questions. Alors en préparant l'émission, j'ai essayé de faire quelques petites recherches. Et j'ai essayé de voir en fait quels étaient les 20 pays où le taux de fécondité était le plus élevé en Afrique. J'ai vu que le Niger était le premier pays avec le nombre d'enfants par femme qui est de 6,68. Donc sur les 20 pays, on a le Mali qui est 5e, le Burkina Faso qui est 4e. Ensuite, on a en 20e position quand même la République du Congo. Donc chez nous, avec une moyenne de 5 enfants par femme. Alors ma question a été, je me suis dit 5 enfants par femme en 2021 quand même, ça paraissait beaucoup. Est-ce que c'est forcément qu'elles veulent avoir 5 enfants? Est-ce que c'est parce qu'elles ne savent pas forcément s'il y a des moyens de contraception? Donc je me suis quand même posé pas mal de questions. Et je voulais quand même qu'on définisse ici, autant pour nous que pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que le planning familial? Merci de m'avoir accordé la parole. Merci à vous. Je suis effectivement Madame Yvette Mavungu, je suis sage-femme en exercice à l'hôpital général de Luandili. Et je gère l'unité du bloc technique d'accouchement. Effectivement, je reçois beaucoup de jeunes filles, des adolescentes qui viennent accoucher pour la première fois. C'est ça. Donc, pour revenir à la définition, vous l'avez déjà dit peut-être en amont, effectivement, le planning familial, c'est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances. Le but principal, effectivement, est de réguler ces naissances. Parce qu'en plein 21e siècle, il n'est pas normal qu'une femme puisse avoir plus de 5 à 6 enfants dans le foyer. C'est plus normal. Et puis ce n'est plus aussi réalisable. Parce que oui, l'évolution, l'éducation des enfants, il fait partie et tout. Donc c'était ça à peu près la réponse à votre question, madame. Et moi, pour compléter ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'en effet, aujourd'hui, déjà, on a beaucoup de problèmes avec la population. On lit de plus en plus que c'est difficile de nourrir tout le monde. Enfin, 5 enfants, ça commence... si toutes les familles s'y mettent, on va plus s'en sortir sur cette planète qui commence à chauffer, sur cette planète où on ne sait plus comment se nourrir, ça ne va pas être gérable. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, avec le contexte climatique et tous ces problèmes pour l'alimentation planétaire, le planning familial trouve toute sa place et doit fournir davantage d'efforts pour réguler, sinon on ne va pas y arriver. C'est clair, contexte climatique, économique, parce que c'est vrai que déjà 5 enfants, c'est beaucoup. Ah non, comment tu fais pour les éduquer, les encadrer, les nourrir, tout ça, c'est pas du tout, pas du tout facile. Mais je voulais ajouter quelque chose. C'est vrai, c'est pas facile d'une part, mais d'autre part, pour nous, au point de vue sanitaire, la planification familiale joue un rôle très important parce que quand même, il permet de réduire le taux de mortalité. Et de plus en plus, nous encourageons les patientes, les dames, à s'inscrire, à suivre un programme au planning familial. Sinon, après prestation des grossesses indésirées, des avortements clandestins, et puis la cohorte, les infections sexuellement transmissibles, et puis les décès. Or, nous savons que nous sommes en Afrique, la femme joue un rôle fondamental dans le foyer. Il est tout à fait important qu'une femme puisse vivre, que de la voir mourir en donnant la vie, ou mourir parce qu'elle a tenté un avortement clandestin, et puis abandonner des enfants à bas âge, dont l'éducation devient de plus en plus difficile. Et pendant que vous parlez, en fait, j'en viens à poser la question. C'est vrai que vous avez plus ou moins cité, mais quelles sont les personnes que vous recevez dans le planning familial, en fait? Quels sont les types de profils qui sont le plus à même d'être intéressés par le planning familial? Est-ce que les hommes aussi, ils y viennent, que les femmes, les jeunes femmes, comment ça se passe en fait? Très bien. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, d'abord, je vais aborder au sens inverse. Les hommes, je vais prendre d'abord le volet des hommes. Parce que les hommes ont souvent honte. Ils se cachent derrière les femmes. La question du planning familial est une question de couple. En fait, je vais prendre un peu le jargon, dit que
Dans le couple, 1 plus 1 égale 1 et non 2. La question de planning familial, la consultation concerne aussi bien l'homme que la femme. Donc moi, quand je reçois mes patientes pour une question de planning familial, j'intéresse toujours le mari, de façon que les deux prennent la décision ensemble. Parce que j'ai eu des cas de figure où j'ai reçu seule la femme. La femme adopte une méthode contraceptive que le monsieur ne connaît pas. Et le monsieur ayant le désir d'avoir des enfants, il ne comprend pas pourquoi la femme ne peut plus produire. Et à ce moment, il commence à découvrir que sa femme a pris, elle a opté pour une méthode contraceptive dont lui ne connaît pas. Et puis cela nous fait des problèmes au niveau professionnel. J'ai dit, non madame, vous n'avez pas bien agi, vous avez mis ma femme en difficulté, je veux vos enfants maintenant, avoir mes enfants, et puis vous avez décidé de couper, et puis voilà la suite, moi je vais chercher dehors. Et ça Ah oui. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des hommes qui viennent vous voir en retour. Mais oui, parce qu'ils Wow. ne savent pas pourquoi. Parce que justement, il nous est interdit de consulter une femme seule qui désire une méthode contraceptive. Il faut, quand ils sont en couple, le couple doit revenir vers moi. Et puis je les conseille ensemble. Et qu'est-ce que vous dites, Madame Yvette, quand vous dites quand ils sont en couple, c'est maritalement mariés officiellement, une dot ou juste parce qu'ils vivent sous le même toit, ou parce que ben, moi j'arrive, elle a 16 ans, elle a un petit copain et puis elle vient au planning familial avec son petit copain. Merci pour la question. Je vais revenir. J'ai pris d'abord le sens inverse pour intéresser pourquoi les hommes ne viennent pas. Ils se cachent, de un, et puis après, ils se manifestent. Bon, les hommes se cachent parce que les hommes que nous recevons souvent, ce sont des personnes, des hommes qui ont parfois des désirs de conception. Parce que la stérilité ne concerne pas seulement la femme aujourd'hui, elle concerne aussi bien l'homme que la femme. Et en pareille circonstance, il y a des hommes aussi qui sont un peu courageux qui viennent. Mais d'autres, par contre, ne sont pas courageux. Ils se cachent derrière les femmes. Ils accusent souvent la dame, premièrement. C'est toi qui ne produis pas. C'est toi qui est stérile. C'est toi. Moi, j'ai eu un enfant dehors. Bien que la femme peut bien le tromper dehors, il ne faut pas reconnaître. Vous voyez, non? Il y a cet aspect un peu de gêne des hommes. Donc, le taux de fréquentation masculine est très, très, très faible. Maintenant, on revient sur les femmes, les couples. Effectivement, vous allez nous poser la question de savoir quel était le profil des personnes que nous recevons en consultation de planification familiale. Le profil sur lesquels nous conseillons, je peux dire non, le plus tôt possible. C'est-à-dire, dès qu'un couple se forme, il s'est constitué à la cité là-bas, il est souhaitable qu'aussitôt ils nous rejoignent. À ce moment, nous donnons les conseils pour être des futurs parents dignes de ce nom. Il ne s'agit pas juste de mettre une femme en état de gestation et puis disparaître. La laisser au bon soin de ses parents. Et puis apparaître un jour à l'autre pour dire que non, c'était mon fruit, c'était ma progéniture, je veux maintenant. Donc la première personne cible, en principe, ce sont les couples, dès qu'ils se sont fait constituer, ils doivent déjà venir. Deuxièmement, nous recevons encore les couples, cette fois-ci déjà mariés, parce que il ne s'agit pas d'être marié. Est-ce que vous savez que, bien qu'étant marié, il y a des cas de viol dans le ménage? Il y a aussi des viols qui arrivent à ce moment-là. Les viols conjugaux, la femme n'aurait pas souhaité tomber enceinte à ce moment-là parce qu'elle a un projet. Soit elle voulait poursuivre ses études, soit elle voulait apprendre un métier, et puis voilà qu'elle tombe enceinte, ça lui empêche soit de persévérer dans les études et puis tout. Donc à ce deuxième groupe de personnes. Et aussi maintenant, nous venons sur les adolescentes dans les écoles. Elles aussi, elles sont concernées. Nous avons une autre stratégie pour atteindre cette couche sociale-là. Nous procédons par des descentes dans les écoles. D'accord. À ce moment-là, nous pouvons contacter les jeunes hommes, les jeunes garçons, déjà à partir de la classe, je crois, de 3e. Ils ont à peu près 16-17 ans. On commence déjà à les inculquer quelques notions. Je vais vous raconter une petite anecdote où j'ai reçu un couple. Le monsieur a 18 ans et la fille a 15 ans. Il devait être en classe de première au lycée et la fille a 15 ans, elle était à peine en classe de 4e. Et puis ils se retrouvent devant une situation parce que bon, ils ont découvert le désir sexuel et puis voilà, la jeune fille venait d'avoir ses menstrues, elle était ménage et puis voilà, elle tombe enceinte. Donc le souhait est que dès que le couple est constitué, qu'il se rapproche déjà du service de planification familiale pour pouvoir les conduire, les conseiller, les apprendre à éviter des grossesses indésirées. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, Madame Yvette, parce que au final, on se rend compte, ça rejoint ma question, en fait, la question que j'avais à partir de quand un couple doit consulter, mais on se rend compte en fait que c'est le plus vite possible, dès l'instant où on rentre dans une activité sexuelle, et c'est pas que pour arrêter, c'est pour aussi éduquer. Le planning familial n'est pas seulement là pour vous dire voilà comment on peut faire pour ne pas avoir de bébé, et c'est aussi pour vous éduquer de savoir si vous voulez avoir un bébé, voilà comment on se comporte. C'est vraiment cette éducation que vous apportez au couple, mais en fait le plus rapidement possible en fait, le plus tôt possible dès l'instant où on rentre en activité. C'est intéressant de savoir ça.
Et donc du coup, vous recevez, du coup, on comprend que du coup, ils ne reçoivent pas beaucoup de couples. Les hommes sont toujours En retrait. assez en retrait. Donc là, un message pour vous, nos chers maris, nos chers hommes. Le planning familial aussi vous concerne. Il s'agit du planning d'une famille. Et une famille, à la tête, c'est un papa. Donc en bon chef de famille, manifestez-vous pour planifier ensemble toutes ces histoires qui concernent la famille. En fait. Ouais, c'est vrai. Après ça, c'est tout le soutien. Ça, c'est vraiment un problème d'éducation, quoi. C'est culturel. Le côté bon-tout, là, qui fait que dès que ça concerne, en fait, la procréation, ça en fait, c'est plus l'homme. L'homme, il a sa part à faire. Et puis après, toute cette partie-là, on a l'impression que c'est que la femme, en fait, qui est concernée. Et ça, c'est bien dommage. Et je veux savoir, Madame Yvette, du coup, sur le terrain, vous utilisez quoi comme moyen, en fait? Est-ce que c'est des affiches? Concrètement, est-ce que vous avez tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement atteindre vos objectifs? D'abord, point de vue structure organisationnel. Au niveau des structures sanitaires, il y a le service de planification familiale qui existe. Celui-ci travaille avec notre autorité, notre direction de la santé, où ils ont des consultations dans les écoles, où ils descendent, il y a des agents qui descendent dans les écoles pour essayer d'éduquer la population, les étudiants, les élèves en classe de 3e. Ils ont donc des... quand ils passent, après ça, dans les écoles, ils reçoivent des personnes, des demandes, des personnes qui veulent bien se porter volontaires pour continuer le relais à éduquer la population. Et puis, d'un point de vue organisationnel, je vais d'abord. Il y a aussi une association dans notre ville ici, et puis bien Brazzaville, qui est l'ACBF, l'Association congolaise pour le bien-être de la famille. Alors, cette association vraiment est focalisée beaucoup plus sur la planification familiale. C'est là où on trouve à peu près toutes les couches. Maintenant, quels sont les moyens utilisés sur le terrain? Les moyens utilisés sont des émissions comme celle que nous sommes en train de tourner. C'est déjà une émission très éducative. Je pense que les parents sont en train de nous suivre en ce moment précis. Parce que nombreux sont les parents qui ne parlent pas de sexualité à nos enfants. Et ça, c'est le propre de notre pays, de notre culture ici au Congo. Les parents ont honte, ne parlent pas de sexualité aux enfants. Il y a des émissions, il y a des affiches. À la CBF ou bien le service de planification familiale, des affiches, des boîtes à images que nous utilisons pour signifier ceci. Exemple, là, il s'agit d'une dame, des menstrues. Là, il s'agit d'un sexe. Voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc, il y a ces émissions. Il y a le langage courant avec le relais communautaire, l'éducation. Et aussi, il y a les affiches, tout ça là que nous utilisons pour pouvoir éduquer la population, certes. Mais ça doit être appuyé, effectivement, je disais, par l'apport des parents. Il faut que les parents comprennent ou apprennent à se dépasser pour éduquer. Exemple, quand la jeune fille a ses menstrues pour la première fois, c'est aussi une façon aux parents de contrôler. La maman doit prendre déjà les choses en main. Dit, tu as vu, tu as eu des menstrues, ce que tu as reçu, oui, c'est des menstrues, ça interviendra assez régulièrement dans ton cycle. Et chaque fois que tu les auras, il faudra me dire la date. Déjà, c'est une méthode déjà pour contrôler une grossesse indésirée dans la maison. Quand cette fille va manquer, ne va pas vous donner sa date, la maman est déjà interpellée. Le papa se plie derrière la maman parce que c'est la maman qui a le devoir d'éduquer la jeune fille à la maison. Alors, la maman connaît déjà que telle date, la fille n'a pas eu les règles. Tiens, le mois est passé, mais je n'ai pas acheté les compresses hygiéniques. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je demande à la fille. Et tout de suite, on découvre que non, mais celle-là, effectivement, elle nous a fait une fugue, elle nous a fait quelque chose. Donc, il y a aussi, en dehors de ça, de ces boîtes à images, de ces conseils au niveau de la scolarité, de cette communication, il y a aussi le rôle des parents qui doivent maintenant intervenir dans l'éducation des enfants. Parce que j'en ai reçu plusieurs. Pour cette année encore, je suis à Calmi. Oui, je le dis pourquoi. Ah bon? Oui, à Calmi, parce que habituellement à cette date-là, à cette période octobre-novembre, là, c'est là où arrivent beaucoup de jeunes. La rentrée scolaire. Voilà. Ils ont passé des vacances à côté des messieurs, de leurs copains à l'école, et puis ils arrivent, les parents sont surpris de voir une grossesse à 3 mois. C'est la période même. Donc là, je ne sais pas encore accalmie jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, vous avez quand même beaucoup d'obstacles, en fait, malheureusement, qui freinent en fait l'efficacité de vos actions. Oui, effectivement, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a encore beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'efforts à fournir de ce côté-là pour permettre à réduire ces grossesses inattendues. Et qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a des jeunes, par exemple des adolescents, qui viennent vous voir et qui disent, des jeunes filles qui viennent vous dire qu'elles ont, par exemple une grossesse indésirée? Très bien. La jeune fille vient dire qu'elle a une grossesse indésirée et qu'elle tient à s'en débarrasser. Mais qu'est-ce qui va se passer? La grossesse, d'abord, l'avortement n'est pas reconnu, accepté dans notre pays. C'est un acte condamné par la loi.
Mais quand elle arrive, nous, qu'est-ce qu'on peut, nous ne pouvons que l'aider à avoir son bébé. Et après cela, que maintenant, je l'intéresse à la planification familiale parce que je n'ai pas de choix. Elle est déjà enceinte, je ne veux pas la demander d'aller évacuer cette grossesse-là. Moi-même, je n'ai pas les moyens nécessaires et le médecin non plus ne veut pas exposer sa carrière pour de telles erreurs. Donc, on est obligé de l'accompagner, de l'aider à avoir ce bébé. Mais bien sûr, toujours en intéressant sa maman. C'est la fille qui porte la grossesse, mais c'est la maman qui doit jouer le rôle prépondérant auprès de sa fille pour l'accompagner jusqu'à donner la naissance à ce bébé, à cet enfant. Parce que les deux sont des adolescents. Elle a mis au monde, qu'est-ce qu'elle connaît, elle, dans la vie? C'est peut-être le premier rapport. Donc voilà tout ce qu'on doit faire. Les parents, la maman doit vraiment s'impliquer pour réussir. On se rend compte que les mamans, on a un poids énorme quand on a des jeunes filles à la maison et qu'on a notre rôle à jouer en fait. Hein. Ouais. C'est pas juste venir à la fin quand... Garçon, parce que j'ai envie de dire... c'est le garçon qui est enceinte. Ah, mais, parce oui. que dans l'explication de Madame Ibet dès le début, elle parlait même des MST. Donc en fait, nous, on focalise sur la grossesse, mais après, il y a autre chose en fait. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous distribuez aussi, du coup, des moyens de contraception en fait? Si nous en distribuons les préservatifs, on en donne. Quand le couple s'est présenté... Il n'y a pas de rupture, hein, parce que non, on sait que le mot rupture est très présent. Oui, il n'y a pas de rupture, mais ils sont vendus à bas prix dans nos structures sanitaires. Je ne sais pas, c'est 25 francs, un peu dérisoire en tout cas, qui permet à tout le monde de s'en approprier. Ah ok, donc c'est vendu en fait. Oui, c'est vendu normalement. Beaucoup moins cher que dans les pharmacies de ville et tout. C'est parce que le problème est d'aider les jeunes couples à ne pas se retrouver devant une grossesse inattendue. D'accord, donc pareil pour la pilule, ce genre de choses. Bon, oui, c'est ça. C'est distribué aussi. Oui. D'accord. Distribuer la pilule? La pilule, oui, il y a des moments où nous recevons des dotations. D'accord. C'est distribué. Et d'autres cas où il n'y en a pas, ce n'est pas une dotation, mais ils sont obligés de payer quand même, mais à un prix acceptable. Qui permet vraiment de s'en approprier. Moi, j'ai une question parce que je me suis retrouvée souvent face à une problématique. C'est les jeunes filles qui venaient souvent, régulièrement, acheter en pharmacie la pilule du lendemain. Oui. Sachant que ce n'est pas un moyen de contraception à prendre sur une régularité. Et est-ce que vous en parlez aussi aux jeunes qui viennent vous voir au niveau du planning familial? Oui, nous leur en parlons. Nous leur expliquons qu'est-ce que c'est une pilule du lendemain. Nous connaissons, nous les donnons toutes les avantages. En fait, une fois elle est admise avant de débuter une méthode contraceptive, nous présentons toute la panoplie des pilules que nous utilisons et nous leur parlons aussi de la pilule du lendemain. Au cas où vous avez eu un rapport sexuel non protégé qui est compromettant, vous devez vous présenter avant 48 heures pour que ce soit efficace. Parce qu'après un certain temps, c'est inefficace. Depuis, la grossesse est implantée, on ne peut plus rien faire. D'accord. Moi, j'avais une petite question au niveau des campagnes de sensibilisation. Déjà, à vous écouter, vous faites des descentes dans les écoles et aussi la sensibilisation auprès des parents. Moi, je voulais connaître quelle en est la fréquence, en fait, la fréquence de ces campagnes de sensibilisation. Et dans les écoles, est-ce des campagnes de prévention, justement expliquer aux jeunes que voilà comment on va se prévenir par rapport à la sexualité et autres, ou ce sont des campagnes axées sur les moyens de contraception? Voici les moyens de contraception si vous êtes en couple et compagnie. Les campagnes de sensibilisation, je crois que ça passe une seule fois au cours d'une année. Hein. Ce n'est pas vraiment répété. Une seule fois au cours de l'année, ce n'est pas répété. Et je pense que c'est peut-être une des faiblesses. Il y a un cours, ils ont déjà un cours à l'école sur l'appareil producteur et au cours de ce cours-là, on les donne le maximum d'explications déjà, c'est vrai. Mais la sensibilisation faite par l'association ou bien par nos services, non, effectivement, c'est une seule fois dans l'année, ils passent. Je pense que c'est faible. Mais aussi, il y a un problème. Il y a un problème encore qui est là. Quelles sont les émissions ou télévisées qui passent? Qu'est-ce que nos enfants suivent aujourd'hui? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'ils suivent? Déjà, quand nous grandissons, on disait, par exemple, telle film est interdite au moins de 18 ans. Il y a le téléphone, qui est vraiment un moyen, une bonne méthode de mauvaise éducation, je peux dire, pour nos enfants. Parce qu'à partir, il y a des films porno, des trucs qu'ils suivent déjà depuis là, et puis, ça n'arrange pas nos enfants. Bon. Or, la télévision, aujourd'hui, c'est un moyen instructif, ça développe, mais il est un peu, pour moi, c'est bien, mais c'est pas trop bon de laisser les enfants laisser aller. Il y a des parents qui se sont plaints. Pendant que les parents sont à la maison, ils se reposent, les enfants ressortent pour prendre des films qui veulent suivre, et puis des films porno, des trucs.
Et après, c'est quoi? C'est l'application. Ils ont suivi à la télévision, ah, tel a fait c'est ça. Et puis après, tout de suite, ils passent à l'application. Et c'est curieux que ces chaînes-là passent tout régulièrement. On ne signale plus. La télévision ne prend pas le soin de signaler que tel film est interdit de moins de 18 ans. Donc les parents doivent prendre des dispositions. Quand on informe, les parents prennent des dispositions. Mais quand ce n'est pas informé, les enfants sont libres de faire tout ce que bon les semble. Donc voilà à peu près les faiblesses que nous rencontrons sur le terrain. Après, du coup, vous allez dans les collèges ou vous commencez au collège ou vous allez plutôt dans les lycées? Les collèges en classe de 3e et puis beaucoup plus au niveau du lycée. D'accord. Parce que là, ils sont un peu plus grands, ils sont mieux comprendre. D'accord. Oui. Moi, je voulais juste rajouter, c'est vrai que vous l'avez dit tantôt, que c'est à la mère de pouvoir éduquer la jeune fille, mais je dirais aussi que c'est au père de pouvoir aussi être présent par l'éducation du jeune homme aussi. Parce que je pense que si l'éducation doit être de part et d'autre, si on va juste incriminer la jeune fille, que tu dois surveiller ton cycle, tu dois faire ceci, tu dois, et l'autre jeune homme, bon, tu fais ta vie comme tu peux. Mais non, je pense que c'est un déséquilibre, voilà, un jeune homme pervers qui va et c'est ça. fini. Donc je pense que les responsabilités sont de part et d'autre, autant pour le jeune homme, l'apprendre que voilà, à un certain âge, ben, il peut procréer, il peut devenir père. Est-ce qu'il sait c'est quoi ce fardeau de la famille, de prendre soin d'une femme, d'un enfant? Est-ce qu'il est prêt? Je pense que si eux aussi ils voient cet envers du décor, je pense qu'il faudrait beaucoup plus attention aussi, parce que quelquefois, hein, quand on écoute les jeunes filles, elles voulaient avoir un moyen de contraception, mais c'est le jeune homme, mange la banane sans la peau, tout ça et compagnie. Donc c'est une figure de style, mais c'est une façon de dire que, parce que eux aussi, ils ne voient pas tout le danger que c'est, ou l'implication que c'est d'être papa, la responsabilité. La preuve en est, dès qu'il y a grossesse, ils s'enfuient. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'étaient pas préparés, ils ne comprennent pas le truc, ils pensaient que c'était juste le plaisir sexuel, donc je pense que... Tu dis bien, et là moi je vais faire un clin d'œil à Tata Sissi qui n'est pas sur le plateau, qui dit souvent à son fils, si tu enceintes une fille, tu seras docker au port. Donc réfléchis bien. Donc, non, mais et là c'est vrai que les garçons, s'ils sont pervers, les filles, elles auront beau être carrées, elles vont tomber sur un bandit. Et on n'a pas du tout un mode de fonctionnement, la même vision par rapport à cet acte-là en fait. Donc, Ils sont très moteurs, oui, donc même ta elles pauvre sont- petite fille que tu as tout enseigné, être carrée à noter, machin, elle va tomber sur un brigand et puis nous on est sensible, émotive, et puis le brigand va lui donner les paroles qu'elle a envie d'entendre et puis c'est cuit. Si le brigand il n'a pas compris les risques, c'est cuit quoi. Effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est bon, la remarque est bien fondée. Effectivement, il faut aussi prendre en compte le garçon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quand nous travaillons, on nous amène un bon matin, on me débarque, un monsieur avec la police judiciaire arrive avec une note, une réquisition. Voilà, madame la sage-femme, il y a cette jeune fille qui a été violée par quelqu'un à la cité. Et puis, voilà, nous venons vers vous pour savoir si réellement le viol a été réellement concret ou pas. Pendant ce temps, je dis, mais où est l'auteur de l'affaire? L'auteur, ben, il est déjà dans les geôles, là-bas, il attend la conclusion de l'examen ici. Si l'examen est confirmé, eh ben, il est considéré comme bandit, brigand, il va être emprisonné. Maintenant, si ce n'est pas confirmé, nous, on trouve que ce n'est pas ça, et bien, en fait, c'est à nous de donner le dernier mot. C'est une lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Non, souvent, ce n'est pas la sage-femme, on laisse le soin au médecin, parce que c'est le médecin qui va faire le constat et qui, là-bas, l'autre répondre au commissaire de police, effectivement. Effectivement, pour les garçons, comment est-ce qu'on est? Voilà, la question est bien posée. Bon, maintenant, effectivement, il faut les éduquer. Que, attention, tu as un âge donné, tu es déjà majeur, il y a des caractères sexuels secondaires qui se développent, tu es censé être, engrosser une femme si à jamais tu as un rapport sexuel. Donc, tu dois prendre des dispositions, tu dois éviter de contacter des femmes, sinon tu dois te protéger toi aussi, tu dois te protéger pour ne pas nous amener des problèmes à la maison. Effectivement, les papas s'impliquent, mais effectivement, les papas sont souvent démissionnaires, c'est le constat. Quelque chose de plus désagréable que nous constatons dans les services, que ce soit un homme adulte, parfois son tuteur, qui a eu des rapports sexuels avec soit l'enfant de la dame amenée dans le foyer, ou bien la petite sœur de madame qui est venue pour un soutien social parce que bon, les parents n'ont pas assez de moyens. Voilà encore des choses, vraiment des aberrations que nous trouvons sur le terrain. Alors, nous aurons beau parler de planification familiale, mais dans ce cas de figure-là, où est-ce que nous allons? C'est ça. Où est-ce que nous allons? Que devient la société congolaise? Ils sont pleins là, il y a tout un travail à faire. Nous aurons beau éduquer nos enfants, mais il y a aussi des comportements qu'il faut maintenant changer. Et je pense qu'il faudra prendre des mesures beaucoup plus sévères pour ces papas, ces parents qui se permettent
de tels actes. On en a vu trouver quand même au niveau des hôpitaux. Et justement, est-ce que le cas de recensement, le cas de viol, il augmente, il stagne, il diminue? Est-ce que Non, vous Je crois avez... qu'il est croissant. Il est croissant. Il est croissant. Oui, Oui, il est je m'en croissant. doute, je posais la question, mais je pense que j'avais déjà la réponse, quoi. Voilà. Malheureusement, il est croissant. Il est croissant. Donc, la Au responsabilité niveau des est jeunes, partagée. peu importe. Il faut prendre des mesures. Oui, nous passons par l'éducation sanitaire, oui. Parce que l'adulte, il connaît qu'il faut se protéger. Mais qu'est-ce qui peut le pousser à avoir des rapports avec une mineure? Pire encore, une petite fille de 4 ans. Oh, C'est affreux. c'est une abomination. Franchement, c'est affreux. Mais société il est normale. conscient qu'il a eu des rapports avec son enfant. Il est conscient de cela. Maintenant, là, il y a vraiment un travail de fond à faire. Ouais, je pense que là, c'est le niveau du spirit, là. Là, même, on peut l'éduquer. Il connaît, il sait ce qu'il fait, c'est mal. Et là, l'éducation, ça vient pour enseigner quelqu'un qui a encore le cerveau vierge. C'est dommage. Là, il faut l'envoyer à la délivrance. Est-ce que l'une des méthodes, au-delà de ce cas, hein, qui dépasse mon entendement, parce que aller violer les enfants et Oui, tout on ça, a eu c'est... aussi des cas comme Ça, je pense que là, mon intelligence a ses limites. Ça me dépasse. Mais est-ce que vous pensez que l'une des méthodes aussi qui pourrait rendre efficace l'action du planning familial serait d'intégrer justement des cours de planning familial au niveau du programme scolaire? Au-delà des descentes que vous faites dans les écoles, mais que ça fasse partie vraiment du programme scolaire, qui est aussi une matière qui soit en fait dédiée à ça pendant une période de l'année scolaire, quoi, à partir du collège. Parce que je pense que tous les cours, c'est à partir de la 6e ou la 5e qu'ils ont déjà des cours sur voilà, la sexualité, la procréation, l'appareil. En 3e. Au Congo, c'est beaucoup plus en 3e parce que En 3e, 6e, d'accord. 5e sont beaucoup petits, ils ne maîtrisent pas trop bien. Quoique Après aujourd'hui, 4e, 3e. 5e, moi j'ai regardé une émission, les élèves de 6e, 5e, ce qu'ils faisaient, je me suis dit waouh. C'est pas après, mais dans toutes les sociétés, il n'y a pas que chez nous. Mais chez nous, comme on copie beaucoup l'Occident, maintenant en 6e, 5e, ça fait déjà des choses. On peut commencer. Hein. Je pense que c'est pas trop tôt. Hein. Bon. Peut-être Oui, celles oui, deux, c'est on vrai peut que encore comme, considérer qu'ils sont petits. Comme Mais... Madame Yvette disait tout à l'heure, c'est un acte influence avec la mondialisation, Internet et tout. Il y a des informations, en fait, nos enfants ont accès à des informations beaucoup plus tôt que prévu, en fait. Donc forcément, ils se posent des questions, et ça fait qu'en 6e, donc un enfant de 10 ans, 11 ans, 9 ans même, te pose des questions pas possibles. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'avec tout le système endocrinien qui est perturbé, on a des filles de 8 ans qui ont déjà leurs règles, de 2 ans qui ont déjà leurs règles. Donc ça fait que ça met en éveil aussi plusieurs choses, en fait, beaucoup plus tôt. Donc il y a vraiment un gros problème, en fait. Oui, vraiment, il y a un gros problème. Maintenant, Je peux se poser la question de savoir s'il était possible d'introduire ce cours de planification familiale dans le programme scolaire. Bon, c'est une question qui, nous, c'est dommage, nous recevons seulement les conséquences. Nous gérons les conséquences. Mais cette question doit, étant donné que quand même le gouvernement, le ministère de l'Enseignement a pensé, ils ont accepté quand même qu'il y ait une descente dans les écoles pour essayer d'éduquer nos jeunes enfants et tout ça. Mais faire de ça toute une discipline, il faudra donc, toujours le ministère de l'Enseignement trouve soit des psychologues prêts pour la question. Or, je ne sais pas si vraiment il y a assez de psychologues dans les écoles chez nous. Parce que le psychologue a un rôle prépondérant dans cette question, cette prise en charge-là. Mais il y en a combien? Il faut déjà disposer, travailler toutes hein? les idées reçues qu'on a du psychologue. Dès qu'on dit psychologue, on pense fou, Voilà. alors que c'est pas ça du tout. Voilà, c'est eux qui sont chargés vraiment d'éduquer cette population. Et pas seulement la population, il faut aussi éduquer les adultes là, qui sont déviants là. Il y a beaucoup de drogués dans la société et je pense que pour arriver à des actes comme ça, il faut vraiment être dans une certaine dose, une vraie dose pour y arriver. Donc au niveau des écoles, oui, c'est une possibilité, c'est une idée, c'est une approche à la solution certes, mais il serait c'est une partie du problème qui relève du ministère de l'Enseignement. Donc nous, je pense, à travers nos statistiques, puisque pour qu'une décision soit prise au niveau du gouvernement, au niveau des écoles, nous faisons le rapport. Ça remonte, la cellule sanitaire la plus basse, le CSI, centre de santé intégré, avec notion de planification familiale, remonte l'information au niveau du district sanitaire à la direction départementale, les statistiques parlant et tout ça, des études faites, ça remonte jusqu'au niveau du gouvernement.
le ministère de l'Enseignement saisit de la question. Je ne sais pas si aussi l'Assemblée va prendre en compte sa part. Et puis, maintenant, il faut que la décision revienne sur le terrain pour que le ministère de l'Enseignement dise désormais, dans le cours de niveau de 3e, on introduit parmi les leçons un cours de planification familiale qui permettra désormais d'éduquer nos jeunes. Peut-être, hein, c'est là que comme ça, nous recevons seulement les conséquences, nous constatons les faits, mais les décisions ne sont pas prises à notre niveau. Vraiment, c'est tout un processus. C'est tout un processus déjà qui doit se faire au niveau du ministère. C'est aussi un processus qui doit se faire au niveau des familles. Oui. Un processus qui doit se faire dans nos quartiers pour comprendre en fait que cette affaire concerne tous. Si l'enfant du voisin n'a pas la bonne information, ça peut affecter mon enfant. Bien et sûr. Compagnie, avant vraiment dans la culture africaine, l'éducation concernait tout le monde. Hein. Je me souviens encore, une tata voisine pouvait venir gronder une jeune fille qui est mal vêtue ou bien un jeune homme qui se comporte mal. Mais de nos jours, dès qu'une tata voisine vient faire hey, tu viens faire la remarque, pourquoi? C'est mon enfant. C'est ton enfant. Alors, mais je pense qu'on doit revenir à nos valeurs qui faisaient tout le sens même je vais dire, du sacré de notre culture et aussi des déviances qui pouvaient être évitées parce qu'on avait cette notion de communauté, de conservation communautaire. Et de valeurs. Et de valeurs qu'aujourd'hui on n'a plus. Chacun fait ce qu'il veut et puis on s'en fout de celui qui tombe. Mais les retombées, ça tombe sur tout le monde. Moi, je salue les efforts du gouvernement déjà par le fait qu'ils ont imposé la tenue scolaire dans toutes les écoles. C'est déjà un pas de gagner. Parce qu'avant, on avait certaines écoles, je tais le nom, où les gens venaient avec des tenues extravagantes. Alors on s'interrogeait, est-ce que ces élèves venaient pour apprendre ou bien pour exhiber leur corps? Et les professeurs aussi se laissaient entraîner dans la bande. Donc voyez-vous, c'est tout un problème. Vraiment, c'est un problème culturel qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de délicatesse. Parce que c'est le parent qui paye cette tenue-là. Le papa ou la maman ne se gêne pas d'accompagner sa fille à acheter ce genre de tenue, amener et les porter à la maison. Et puis, parfois, amener à l'école. Là-bas, au moins, la régulation, ça a été faite. Maintenant, la tenue est là. Tout le monde porte la même tenue. Il n'y a plus de distinction. Mais à la cité, maintenant, il y a un autre volet. Les églises aussi ont leur rôle à jouer parce que ce sont des lieux. Voilà. Je ne vous avais pas dit encore, oui, les églises aussi, au niveau de l'association de l'ACBF, ils procèdent aussi dans les églises à éduquer la communauté pour essayer de corriger. Mais il y a encore beaucoup à faire. Tant que les parents ne vont pas se mettre. Je me souviens bien quand nous étions un peu plus jeunes, quand nous grandissons, c'était peut-être pas la brimade, mais avec des mouvements, pas l'UGC ou quoi, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Si vous partez même au marché, vous n'avez pas porté votre soutien-gorge, on vous prend. On prend le panier, le parent doit venir vous délivrer. Et ce sont des méthodes qui étaient efficaces et les jeunes étaient vraiment dressés. Ils s'intéressaient franchement à leurs études. C'était difficile de voir des déviations de ce genre-là. Or, de nos jours, on a tout négligé. Non, je ne sais pas, la démocratie à tous les niveaux. Et puis on peut faire celui-là, fait ce qu'il veut comme il pense. Personne ne peut corriger, il peut dire. On ne peut plus voir un parent venir faire la remarque ou blâmer. Tu t'es mal comporté, attention, on ne fait pas ça dans la rue. On te tire les oreilles. Non, ça n'existe plus. Mais quand nous grandissons avec cette discipline, on est obligé d'être sérieux. Il y a quand même des choses qu'on a négligées qui étaient importantes pour nous, pour notre jeunesse. Et c'est ce qui a fait ce que nous soyons, ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si c'est maintenant nous, parents, de nous défendre pour essayer de remettre les choses en ordre, sinon, l'État a beaucoup à faire. Merci beaucoup, Madame Yvette. Donc, on est arrivé au terme de notre émission. Oui. Vous avez certainement un mot de la fin pour les parents qui nous regardent, pour les mamans qui nous regardent, les papas, les jeunes qui nous regardent, les futurs parents qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez à cœur à leur dire concernant justement ce message sur la planification familiale et en tant que mère, peut-être même grand-mère, vraiment quelque chose qui vous touche à cœur, que vous voulez vraiment partager avec nos téléspectateurs? Bon, ce qui me touche à cœur, je sais que je suis maman, j'ai des jeunes filles avec moi, j'ai le devoir de les éduquer. Je demande simplement aux parents d'être un peu plus attentifs. Parce que l'école seule ou bien les associations seules ne peuvent pas agir. Je demande l'implication des parents dans l'éducation des enfants, aussi bien filles que garçons, les apprendre le danger qu'ils peuvent courir quand ils vont avoir des rapports sexuels non protégés ou quand ils vont avoir des fréquentations précoces avec des femmes. Et que les parents soient vigilants sur les émissions que les enfants suivent. Puisque l'État, peut-être pas l'État, mais les médias ont démissionné, ils balancent toutes sortes de films sans retenue.
des films de criminalité, des films de sexualité. Voilà ce qu'est devenu notre population aujourd'hui. Donc, il est souhaitable que les parents prennent leur courage et prennent leurs décisions à bas le corps s'ils veulent vraiment avoir des enfants bien éduqués. Ils ne veulent pas être surpris par des grossesses indésirées. Il n'y a pas que ça le pire. Hein. Il y a des pathologies, des maladies sexuellement qui existent. Hein. Ce sont les cas de sida. Alors vous allez voir une petite fille qui est condamnée pour toute sa vie à prendre des pilules ou des comprimés parce qu'elle s'est faite violer par un brigand. Et puis voilà. Vraiment, je tenais à vous remercier pour cette émission. Merci beaucoup, merci à vous, Laura. Bien sûr. Donc, à nous de prendre nos responsabilités. C'est un gros coup de fouet qu'on reçoit aujourd'hui en tant que mère. Et surtout, c'est intéressant, c'est important d'entendre ces choses, parce qu'on pourrait passer à côté d'un certain nombre de choses. Et bon courage, hein. Bon courage, chers parents, on est ensemble. Oui, donc je serais déjà dans la même lancée. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, on doit plus être ces parents qui vivent dans une bulle, dans une stratosphère, genre nous on vit à part, nous sommes des vivipares. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des réalités. Le monde est en train d'emboîter un chemin que tous, on ne sait pas où cela va, mais on devrait quand même nous réveiller pour sauver ce qu'il y a à sauver, que ce soit via les médias, comme ce que l'on fait, via les réseaux sociaux, exactement aussi, que l'on peut sensibiliser, éduquer, pas donner des leçons de morale forcément, mais montrer des faits qui sont vérifiés et avérés pour justement tirer cette sonnette d'alarme là pour que chacun de nous nous réveillons. Et j'espère qu'on y arrivera. Et j'espère que vraiment cette thématique aura touché plus d'un parent et ne pas le prendre juste comme une information de plus, mais vraiment le prendre comme un devoir où des actes concrets doivent être posés. Voilà. En tout cas, très bonne émission et très bon mot de la fin, en tout cas pour chacune de nous. J'ai même du mal à trouver des mots pour pouvoir conclure l'émission. Moi, je pense que ce qui me remonte là, qui me vient à cœur, c'est vraiment instruire l'enfant pendant qu'il est petit. C'est ainsi que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est la responsabilité de tous de pouvoir encadrer nos enfants, la responsabilité du père, de la mère, du grand frère, de la grande sœur, vraiment de toute la société, parce que personne ne maîtrise le lendemain, et si on veut vraiment pouvoir préserver ce qui nous reste en valeur, on est vraiment tous appelés à faire du mieux pour protéger nos leaders de demain. J'espère que vous avez appris autant que nous dans cette émission. Rendez-vous sur Facebook, YouTube, Instagram. Je n'ai rien oublié. Non, j'ai tout dit. Voilà, rendez-vous sur toutes nos plateformes. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.